Salut! Me voilà de retour pour partager avec toi la suite de mon challenge. Le petit souci, c'est que je me suis rendu compte que ça faisait trop effet boulimique de lecture et j'arrivais plus à suivre le rythme. Du coup, j'ai décidé de partager avec toi encore un seul livre de manière un peu plus approfondie et le reste, ça va être sous forme d'interview. Salut Malka! Est-ce que tu peux nous dire quel livre tu as choisi et pourquoi ce choix? Coucou! J'ai décidé de parler du livre de Delphine Orviller qui s'appelle Anthony Deffre, c'est un livre sur la pudeur. J'ai décidé de parler de ce livre parce que j'ai souvent l'impression que dans les milieux juifs, en fait, on utilise souvent des textes du Talmud, des textes de la Torah pour venir légitimer, pour venir donner appui à cette volonté un peu obsessionnelle parfois de vouloir couvrir le corps de la femme, donc cette idée de la tzniout, qu'en fait les femmes doivent se couvrir, que c'est une valeur juive, que c'est quelque chose d'important. Et du coup, c'est quelque chose qui me questionne dans le sens où je me demande est-ce que c'est vraiment ce que notre tradition veut nous transmettre ou est-ce que ce ne serait pas plutôt une certaine interprétation qui serait faite de cette tradition, mais que d'autres interprétations sont possibles. Et en fait, c'est de ça que parle le livre de Delphine Orviller. Ok, la deuxième question, c'est est-ce que tu pourrais décrire la thématique qu'aborde le livre? Donc le thème du livre, c'est la pudeur, et Delphine Orviller, elle va développer une conception de la pudeur que j'ai trouvée très intéressante. En fait, pour elle, la pudeur, ce serait une invitation à se rappeler qu'une part de l'autre demeurera toujours voilée. Qu'en fait, on n'a jamais accès à l'autre dans toute sa complexité, dans toute son étendue. Et du coup, la tzniout, c'est une invitation à se rappeler qu'on n'a jamais accès à l'autre entièrement, en fait. On n'a jamais accès à la nudité de l'autre. Et que l'impudeur consisterait même, à l'inverse, à croire qu'on peut voir la nudité de l'autre. Et du coup, bon après là c'est un peu moi qui rajoute, mais du coup on pourrait se demander à quel intérêt de se cacher. En fait, mieux vaudrait-il pas au contraire se rappeler que nous sommes déjà cachés. Et du coup on passerait un peu d'une tzniout prescriptive avec une liste d'injonctions de choses à ne pas faire, de vêtements à ne pas porter, à une tzniout descriptive, en fait une tzniout qui ne ferait que décrire un état dans lequel nous vivons, un état dans lequel une part de l'autre nous est cachée. Et en fait c'est une invitation à se rappeler de tout ça. Je trouve ça très intéressant de voir la tzniout, tout cet aspect. Troisième et dernière question, est-ce que tu pourrais nous dire quel a été ton ressenti quand tu as lu la dernière page et que tu as fermé le livre? En fait, dans le livre, il y a cette idée qui revient beaucoup, comme quoi les interprétations, elles sont jamais finies, les questions, elles sont jamais finies, les textes ne sont jamais finis, ne sont jamais figés, n'ont jamais en fait fini d'être dévoilés. Et j'ai trouvé ça hyper cool. Et du coup, c'est un livre avec lequel on ressort avec beaucoup plus de questions que de réponses, mais finalement, c'est un peu par cette infinité de questions-là qu'on peut accéder à Dieu, parce qu'en fait, cette infinité de questions-là, c'est peut-être même un peu Dieu lui-même, dans le sens où c'est un cercle infini qui ne finit pas, qui ne finit pas. Donc bref, voilà, c'était un peu pour le délire en mode LSD. Merci Léa de me permettre de parler de choses que j'aime et de faire vivre la littérature sur nos réseaux en cette période de confinement. Ciao, bye! Salut Jess! Alors je voulais savoir quel livre as-tu choisi? Coucou! Alors moi j'ai décidé de vous parler d'une pièce de théâtre qui s'appelle Hamlet de Shakespeare. Qu'il a écrit dans les années 1595 environ. Et donc voilà, ça raconte l'histoire d'un jeune prince qui vient de perdre son père, le roi du Danemark. Et puis un bon soir, le spectre de son père lui apparaît et lui révèle comme quoi une guerre va éclater dans le pays. Et puis il lui dit aussi comme quoi il a été assassiné. Alors qu'on était tous persuadés qu'il était mort d'une maladie ou de je ne sais quoi. Alors du coup, Hamlet décide de feindre la folie, de faire semblant d'être fou pour se venger. Et donc la raison pour laquelle j'ai décidé de vous parler de ce livre, c'est parce que je trouve que les thématiques qui y sont abordées sont juste profondément humaines, parce que je pense que chaque être humain au cours de son existence, va rencontrer ou peut rencontrer l'une d'entre elles. La deuxième question est quelle est la thématique du livre? Les thématiques abordées sont donc la vengeance, le deuil et la folie. Il existe plusieurs manières à l'expression du deuil. Alors premièrement, c'est la vengeance, mais comme elle est socialement inacceptable et que ça demande une réelle force de se défaire
de tout jugement d'autrui et puis une réelle force d'antisystème, on va se tourner vers la folie, qui, elle, justifierait en fait notre comportement un peu étrange. Et puis, selon la loi et selon la Torah, le fou, il n'est pas tour des mitzvot. La troisième question est, quel a été ton ressenti quand tu as fermé le livre? Alors, qu'est-ce que j'ai ressenti quand j'ai lu la dernière page? J'étais en mode « Ouais! Enfin une matière terminée !» Non, je déconne. Qu'est-ce que j'ai ressenti? J'étais déçue, j'étais dégoûtée parce qu'en fait, Hamlet n'a pas pu profiter de sa vengeance parce qu'en fait, il se fait tuer au même moment où il tue, donc qu'il se venge. Et du coup, en fait, l'expression de sa vengeance, tout simplement, elle a engendré la destruction de sa folie en fait. Mais en vérité, c'était pas de la folie, mais c'est son propre être qu'on a tué parce que sa volonté de le tuer, de se venger, était tellement devenu obsessionnel qu'il est tombé dans son propre piège et que il est devenu réellement fou, quoi. Donc voilà, gros bisous tout le monde. Salut Thalys, j'aimerais savoir quel livre as-tu choisi pour ce challenge? Salut Léa, alors déjà merci de me faire partager cette expérience qui est assez nouvelle pour moi. Et du coup, je vais parler aujourd'hui du livre Marina de l'auteur Carlos Zafón, un espagnol. La deuxième question, c'est de quoi parle le livre? C'est un récit tellement captivant qui m'a tenu en haleine vraiment à chaque ligne. On s'engouffre avec Oscar et avec Marina dans les rues sombres et secrètes de Barcelone pour élucider le mystère d'une dame vêtue de noir qui se rend au cimetière sur une tombe où est gravé un papillon noir. L'auteur mêle vraiment fantastique, enquête policière et amour avec un charme indéniable et une finesse remarquable, de sorte qu'on finit finalement par adhérer à l'histoire. La troisième question, c'est quel a été ton ressenti à la fin du livre? La fin de l'histoire est inattendue et forme véritablement une triste chute à mon goût. Je ressors de cette expérience livresque avec le sentiment d'avoir parcouru moi-même les rues obscures de Barcelone ainsi que leur histoire. À l'époque où j'ai lu ce livre, ça date de 1 an et demi, je me suis profondément attachée aux personnages, notamment à celui d'Oscar. Et j'étais, je me souviens, assez triste de les quitter. Vous pourrez le comprendre à double sens en lisant ce livre. Alors je vous souhaite bonne lecture et si je peux vous recommander de lire L'ombre du vent de ce même auteur, allez-y. Salut Mimi, je voulais savoir quel livre as-tu choisi et pourquoi? Alors moi j'ai choisi de parler sur le livre L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau d'Oliver Sacks. Je l'ai choisi parce que je l'avais lu quand j'étais plus jeune. J'avais 12-13 ans je crois et je crois que je comprenais pas grand chose du livre. Je suivais surtout l'histoire du patient même, donc chaque fois il raconte sur les patients, donc chaque fois ça je suivais, sauf qu'il ajoute vraiment le côté neurologique, ce qui est très intéressant. Et aujourd'hui que je suis un petit peu plus dans le monde médical et même dans ma formation on a un petit peu abordé tout ce qui est neurovision. Et ce livre aussi, il aborde sur plusieurs types de maladies ce domaine. Et donc avoir cette bagage avec moi, ça m'a aidé de comprendre différemment ce livre. Et même avoir cet aspect de professionnel de santé et patient. Et du coup, je l'ai abordé avec toute notre approche. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'en parler. Ok, la deuxième question, c'est est-ce que tu pourrais décrire la thématique qu'aborde le livre? Donc Oliver Sacks nous fait rentrer dans un monde des maladies neurologiques très étranges et rares. Donc c'est des maladies qui touchent le corps mais surtout l'esprit. Donc dans chaque chapitre, il parle d'un autre type de maladie avec des précisions chaque fois. Et en racontant en fait chaque fois une histoire d'un patient différent. Donc il raconte ce que le patient ressent, comment il vit cette affection. Et aussi il parle un peu, ce qui est intéressant, et il explique un peu sur l'affection même. Donc comme par exemple, donc le nom du titre de livre, donc l'homme qui prenait sa femme pour un chapeau, ça parle justement d'un patient
qui a un trouble de la reconnaissance des visages. Donc il voit très bien, son œil fonctionne correctement, mais son cerveau n'arrive pas à traduire en fait le visage et il prend sa femme pour un chapeau. La troisième question, quel a été ton ressenti à la fin du livre? Alors ce que je me suis dit en fermant le livre, c'est que j'aurais bien aimé être neurologue. Non, à part ça, je me suis dit, et je me suis demandé, peut-être moi aussi, je vois les hommes comme des chapeaux. Mais en tout cas, je ne suis pas consciente, et si jamais j'ai une affection neurologique quelconque, je suis quand même bien. Et voilà, j'étais contente de ne pas avoir ces troubles, ce qui est vraiment des choses très difficiles. Et voilà, j'ai bien aimé ce livre. Et pour finir, à moi de vous présenter Solal d'Albert Cohen. Solal d'Albert Cohen a été paru en 1930 et considéré comme la première œuvre des 4 œuvres d'Albert Cohen. Il met 8 ans à écrire son deuxième roman, qui en est la suite de Solal, à une époque où on l'avait presque oublié. C'est le premier de ce deuxième roman et un extrait du grand roman qu'il a en vue Manche-Clou. Il reprend les mêmes personnages. À la fin de ce roman, Solal est caché dans la chambre d'Ariane, qu'il aime et qu'il ne le connaît pas. Il est sur le point de se dévoiler. Le lecteur qui a lu Manche-Clou en 1938 devra attendre 30 ans pour que Solal sorte de la chambre et pour le surprendre en train de revenir. C'est le plus long suspense d'un roman amoureux. En 1968, Belle du Seigneur paraît. On a largement oublié Solal et Manche-Clou, et en 1969 paraît un 4e volume qui appartient au même univers romanesque qui s'appelle Les Valeureux. Voici un poème de Marcel Pagnol récité par Albert Cohen afin de séduire les jeunes filles du lycée. En fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils avaient un accord en commun. Albert Cohen lui donnait de l'argent en échange et lui, il écrivait les propres poèmes. J'aurais voulu savoir manier le burin, rendre vivant le marbre ou l'albâtre fragile, ou d'un pouce savant modeler sur l'argile, ou graver finement les médailles d'airain. Je n'aurais pas sculpté Jupiter souverain, ni Phébus Apollon, père du grand Virgile, ni l'athlète, vainqueur au jeu d'un pied agile, ni le cheval nerveux qui frémit sous le frein. Non, ce que j'aurais fait de l'informe matière, de l'onyx, du bronze sombre ou de la pierre, c'est ton visage clair, rayonnant de beauté. Ton visage pervers et puéril de femme, et dans mon œuvre j'aurais mis toute mon âme pour l'imposer splendide à l'immortalité. Voilà, c'est fini. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo. Merci à toutes les filles d'avoir participé chaleureusement aux interviews et à leurs petits bébés qui étaient là près de nous. Ça m'a fait grave plaisir de les entendre. À bientôt!